Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où aujourd'hui, une fois encore, nous allons discuter, rebondir sur la vidéo de quelqu'un d'autre pour essayer d'améliorer notre compréhension du métabolisme. Alors, la dernière fois, avec Benjamin Dariush, ça ne s'est pas exactement passé comme je l'attendais et je crois que ce monsieur n'était pas du tout content que je publie cette vidéo. En fait, il m'a répondu en me disant oui, si j'avais vu votre demande avant, j'aurais refusé parce que je considère que c'est en gros profiter du contenu que les autres ont fourni pour faire soi-même du contenu. Et là, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment une vision très très limitée de la chose. Pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas attendu Benjamin Dariush pour comprendre le métabolisme et pour faire du contenu sur le métabolisme. C'est-à-dire que, vous le savez, j'essaye de construire mon propre système de compréhension et en plus, j'essaye de vous le retranscrire à la fois sur mon blog, dans les articles et sur des vidéos. Si vous ne les avez pas vues, il y a déjà deux vidéos que j'ai faites sur le métabolisme, une sur le mouvement, une sur le sommeil. Il y en aura d'autres parce qu'il y a d'autres aspects que je veux traiter. Donc très clairement, j'ai pas attendu Benjamin Dariush pour réfléchir au sujet et j'ai mes propres idées sur la question, mais je trouve que c'est une erreur de s'enfermer dans sa propre pensée. Je pense que c'est une erreur de tourner en rond sur ses propres idées et que c'est très très important justement pour évoluer et pour comprendre les choses d'aller voir ce que les autres disent, quitte à ne pas être d'accord, mais d'aller voir ce que les autres disent. Et puis c'est important aussi d'apprendre à décrypter dans les choses qu'on entend ce qui est à prendre et ce qui est à laisser. Et je pense que c'est important de le faire et de prendre le temps de le faire. Deuxième chose, je crois que pour tout dans la vie, que ce soit les courants de philosophie, les courants littéraires, les courants artistiques, voilà, la peinture, la haute couture, dans plein de trucs au niveau de l'art, en fait, il y a très peu de choses qui se créent à partir de rien. La création, c'est pas tout le temps à partir de rien. C'est en fait en majorité à partir de ce qui existe déjà, dans le dialogue avec ce qui existe déjà, dans l'opposition à ce qui existe déjà, dans la broderie avec ce qui existe déjà, dans le contraste, le contrepoint. En fait, tout est toujours question de prendre ce qui existe et de le faire, d'y réfléchir et d'évoluer par rapport à ça. Mais allez demander à Platon, aux philosophes des Lumières, à qui vous voulez, si c'est pas justement dans le dialogue qu'on fait émerger la vérité. Donc moi je trouve que c'est hyper important pour faire progresser notre compréhension en tant que communauté, d'aller voir ce qui se dit et d'aller voir ce qu'on en pense. Donc si ça ne vous dérange pas de travailler dans le dialogue avec une autre vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, la liker pour me dire si vous aimez ce format. N'hésitez pas à donner également votre avis parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc la vidéo du jour, c'est une vidéo de Tiffen Charles que je ne connais pas non plus, je ne connais ni sa chaîne, ni son contenu, ni cette vidéo, ni elle. C'est une vidéo que l'une d'entre vous m'a envoyée, mais par contre elle, j'ai trouvé qu'elle avait l'air solaire, énergique, sympa. Ça m'a donné envie de regarder sa vidéo. Elle s'appelle Comment relancer son métabolisme, 3 étapes naturelles. Donc c'est parti. Hola galera et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce dimanche, on va traiter d'un sujet qui revient régulièrement, qui est un gros souci pour moi et pour pas mal d'entre vous, un métabolisme bloqué. Quelques astuces 100% naturelles pour le relancer, c'est le thème d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de facteurs qui bloquent un métabolisme, mais le plus récurrent et le principal, c'est qu'on a trop longtemps et trop durement baissé ses calories, souvent dans l'objectif de perdre du poids, mais on a fait les choses trop drastiquement et sur une durée trop longue, ce qui fait que le corps s'est mis en mode survie, stocke des graisses et au final, on ne perd plus rien, voire pire, on prend du poids. Donc ici, je vous mentionne 3 étapes super simples à adopter dans son quotidien qui sont 100% naturelles pour vous aider à vous sortir de là. J'avais raison, je la connais pas mais je trouve qu'elle a une bonne énergie, qu'elle a l'air sympa, qu'elle est solaire et que... Je sais pas, je suis contente de regarder cette vidéo. Revenons d'abord sur la notion de métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme? Il y a beaucoup de confusion par rapport à ce terme-là. Quand on dit qu'on va augmenter son métabolisme, ça ne signifie pas qu'on va le rendre plus fort. C'est simplement qu'on va lui permettre de pouvoir exercer ses fonctions dont il est le seul responsable, fonctions qu'il n'exerçait plus jusqu'alors. Tout comme Miss Météo, je vous propose de revoir en quelques points ce qu'est le métabolisme dans sa définition propre. Le métabolisme, c'est un ensemble de réactions chimiques qui se passent au sein d'un organisme vivant en vue de le maintenir en vie et en bonne santé. Le métabolisme permet le processus de conversion de calories en énergie disponible.
processus qui ne fonctionnait plus jusqu'alors puisque les calories étaient stockées et non distribuées sous forme d'énergie. D'ailleurs, je rebondis sur le point suivant. En termes de calories, de dépenses caloriques, nous on voit ça en termes de brûlage de graisse. Mais savez-vous que le cerveau utilise 16 fois plus d'énergie qu'un muscle squelettique? C'est-à-dire que pour réfléchir, cette phrase je l'ai recommencé 40 fois. C'est-à-dire que pour réfléchir, on a besoin de beaucoup plus de calories qu'un muscle squelettique. Faut y réfléchir, ça va brûler des calories. Sachez que le métabolisme intervient dans tous les systèmes de notre corps. Encore une fois, nous on pense brûlage de graisse, affinement, perte de poids, mais il intervient dans le système hormonal, dans le système nerveux et même dans le système cérébral. Comme je vous le dis, le cerveau est un des plus grands consommateurs d'énergie et du coup a besoin d'un métabolisme qui fonctionne. Un métabolisme fort signifie un système immunitaire fort, du coup une longévité et une meilleure qualité. C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui nous présente les choses comme ça. Elle a souligné le lien entre le métabolisme et l'immunité. Alors je sais pas si elle va en parler, mais c'est vrai. Et le lien, en fait, il se fait avec l'intestin, avec l'intégrité de l'intestin, avec l'intégrité du microbiote, entre autres. Mais effectivement, quand vous avez un système immunitaire complètement inflammé, complètement en alerte, le métabolisme est affecté par ça. De vie. Enfin, dernier point, sachez que le métabolisme ralentit de manière tout à fait naturelle, avec un premier pic descendant à 25 ans, et oui, c'est très très tôt, mais ce n'est pas le pire, le plus grand pic de descente, la plus grosse chute est à 40 ans. Donc bon courage pour ceux qui le traversent, pour moi c'est bientôt. Alors là, je suis obligée de m'arrêter là-dessus. Alors c'est drôle parce qu'elle dit que elle c'est bientôt, moi aussi. Moi j'aurai 40 ans l'année prochaine. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, par quelle loi de l'univers on dirait il y a un pic de descente à 40 ans? C'est pas une loi en fait, c'est un constat empirique. C'est effectivement le résultat d'une observation empirique. Et quand on y réfléchit, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un métabolisme à glucides. Ils ont un système hormonal qui est affecté par cette consommation de glucides et cette usure du métabolisme parce que on y arrive à consommer des glucides, mais à quel prix? Parce que à chaque fois qu'on consomme ces grosses charges de glucides, on fatigue notre système de l'insuline, on fatigue nos organes, on affecte d'autres hormones de manière collatérale, on fatigue notre système digestif, on génère sur le plus ou moins long terme de la résistance à l'insuline. Donc plus le temps avance, plus on est résistant à l'insuline, plus le métabolisme ralentit. En parallèle à ça, plus le temps passe, plus nos mouvements se réduisent parce que en fait on a des modes de vie comme je vous l'ai décrit qui ne favorisent pas la mobilisation de tous les muscles du corps. Donc il y a plein de choses qui se ralentissent aussi parce que on a des routines qui sont pas favorables en fait à maintenir notre métabolisme en santé. Et j'ajouterais, si vous avez regardé ma dernière vidéo, que on a des qualités de sommeil qui ne font que se dégrader. Mais regardez en ce moment pendant le confinement, c'est la terreur. Les gens ne font qu'acheter de la mélatonine, mais c'est vrai qu'en moyenne, les gens ont une très mauvaise qualité de sommeil. En moyenne, les gens n'ont aucune idée de ce qu'est un bon sommeil. Et tous ces facteurs ajoutés les uns aux autres font qu'effectivement, le métabolisme devient de moins en moins efficace. Ça ne veut pas dire qu'il y a une loi qui veut qu'à 40 ans, le métabolisme se ralentit. C'est juste que dans les faits, on a des modes de vie qui usent et usent et usent notre métabolisme, génèrent de la résistance à l'insuline, génèrent une dérégulation du cortisol, génèrent une dérégulation des hormones qui naturellement ne peuvent pas aller mieux et qui du coup vont pire. Et donc on constate à peu près qu'autour de cet âge-là, il y a un ralentissement du métabolisme. Moi, je peux vous dire que je suis pas inquiète. Je suis pas du tout inquiète pour mon métabolisme, je sais qu'il va de mieux en mieux et pas de Carib en Silla. Comment savoir si notre métabolisme est bloqué? Il y a beaucoup de signes annonciateurs que je vais énumérer maintenant. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous retrouvez beaucoup de points similaires chez vous, peut-être que votre métabolisme est bloqué ou ralenti et je pense que la suite pourra vous intéresser. Commençons par Miss Météo. Le premier point, le plus récurrent, le plus, on va dire, le plus évident, c'est la fatigue chronique. Vous êtes constamment fatigué. Même après une nuit de sommeil, vous êtes fatigué. Deuxième point, vous avez souvent froid, vous n'arrivez pas à vous réchauffer. Vos cheveux sont très fins, disons qu'ils sont beaucoup plus fins que d'habitude et ont tendance à tomber. Vos ongles sont cassants et mettent du temps
à pousser. Vous avez une peau très sèche malgré les crèmes, vous êtes sans arrêt en train d'essayer d'hydrater pour avoir une peau plus douce, mais il n'y en a rien à faire, votre peau est constamment sèche. Malheureusement, une baisse du métabolisme entraîne une baisse de la libido, ce qui engendre aussi une irrégularité des règles chez les femmes. Au niveau digestif, vous êtes souvent constipé, vous êtes souvent ballonné, la digestion est très lente, vous pouvez mettre des heures et des heures à digérer un simple aliment. On l'a dit précédemment, vous avez des difficultés à perdre du poids malgré la bonne nutrition, malgré les efforts physiques, vous faites face à un plateau, voire pire, vous prenez du poids. Au niveau cérébral, revenons-y, vous avez des problèmes de concentration, vous avez parfois des pertes de mémoire et vous avez des difficultés à prendre des décisions parce que votre esprit se retrouve un peu confus, partagé entre plein d'idées que vous n'arrivez pas à ordonner. Je pense que ça, c'est plutôt c'est pas vraiment lié au métabolisme. Ça, pour moi, c'est typiquement des problèmes soit de candidose, soit de brain fog liés à justement une intolérance aux glucides. Et ça, c'est typiquement des problèmes d'un métabolisme qui commence à de moins en moins fonctionner correctement avec les glucides. Votre sommeil est perturbé en dehors d'un endormissement difficile, vous vous réveillez souvent la nuit et la notion la plus récurrente, c'est que vous vous levez le matin en ayant la sensation de ne pas vous être reposé malgré les heures de sommeil. Vous manquez de motivation, même pour les choses qui vous font habituellement plaisir, vous avez du mal à vous enjailler et à vous motiver. Vous êtes d'humeur changeante, vous pouvez passer d'un extrême très joyeux à un extrême très triste en l'espace de quelques heures et parfois sans justification. Bref, il y a tout un tas d'autres symptômes. Elle est intéressante cette liste. On voit très bien qu'en fait, là, toute cette sphère de symptômes concerne la façon dont le corps est capable de convertir les nutriments en soit énergie, soit matière, soit mouvement. C'est-à-dire que voilà, quand le métabolisme marche pas, on n'arrive pas à produire d'énergie, donc on est fatigué, on est de mauvaise humeur, on n'arrive pas à brûler les graisses, on a plus de mal pour le sport, etc. On a du mal à construire de la matière. Le corps va moins bien fabriquer le cheveu, les ongles qui sont, soit dit en passant, des matières inutiles métaboliquement. Donc si c'est inutile, on va pas se casser à le faire si on a déjà pas d'énergie. On va pas aller perdre de l'énergie à avoir des rapports sexuels si déjà on a du mal à rester en vie, donc forcément pas de libido. Et les règles, c'est vrai que c'est un symptôme très net de métabolisme dérégulé, parce que quand le métabolisme en vient à dire tu n'es plus en capacité de produire un enfant, c'est clairement qu'il se dit que le corps va pas être à même d'accomplir toutes les fonctions et qu'il vaut mieux bloquer le système. Donc c'est un symptôme assez fort. Donc je vous disais 3 étapes pour relancer naturellement son métabolisme, 3 étapes super simples. Commençons par la première et ça se passe dans notre assiette. Pour tous ceux qui ont identifié leur blocage métabolique dû à une diète trop restrictive et trop longue, la première des choses, elle est évidente, c'est de reprendre un petit peu ses calories, c'est-à-dire d'augmenter progressivement ses calories. Si vous êtes à 1000, 1200, et je comprends bien le souci pour y avoir fait face au moins 2 fois, voire 3, rester des semaines, voire des mois à 1000, 1200 calories par jour avec 2 heures de sport, c'est juste impensable et pourtant c'est ce qu'on fait. Ça bloque notre métabolisme et la seule chose à faire, en tout cas la plus urgente pour relancer le métabolisme, c'est de réaugmenter ses calories. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de passer de 1000 à 2500 calories, mais d'y aller progressivement. Déjà d'une, pour votre corps, il s'habituera beaucoup plus facilement et psychologiquement aussi. Sachez que si vous réaugmentez trop rapidement les calories, vous allez prendre du poids, surtout un poids d'eau, vous allez faire de la rétention d'eau. Vous allez voir votre corps changer très rapidement, voir les chiffres augmenter sur votre balance et ça pourrait vous décourager, vous faisant revenir à la case départ en arrêtant tout et en reprenant vos 1000 calories, ce qui ne serait pas une solution et ce qui repousserait en fait le problème. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement. Je vous conseille d'augmenter de 100 à 200 calories par semaine vos apports. Oui, alors bon, là je vais pas trop m'attarder parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais que vous soyez en diète occidentale ou en diète cétogène, c'est le même problème. Moi je vois beaucoup de femmes qui, parce qu'elles sont en diète cétogène et qu'elles n'ont soi-disant pas faim, mangent beaucoup trop peu. Et elles sont effectivement, comme elle dit, en dessous de 1200 calories largement, et elles me disent oui mais je fais du jeûne intermittent, je n'ai pas faim, donc voilà, et je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. Ben oui, mais ne cherche pas à comprendre, parce que quand tu manges 1200 calories, en fait, il n'y a pas la place pour beaucoup de gras avec 1200 calories. Donc en fait, même si tu fais une diète cétogène et même si tes macros ils sont à peu près dedans sur ton appli, en vérité, tu manges pas assez de gras.
tu prives ton corps de glucides, en plus tu lui donnes pas assez de gras, bah le résultat ne tarde pas à se faire sentir, le métabolisme, il arrête. Bon, je vais pas revenir sur les calculs d'apothicaire. Comme je vous l'ai dit, à mon avis, en diète cétogène, on n'est pas dans l'ambiance de se dire je mets 100 de plus en calories, un truc. Juste, il faut réussir à trouver la bonne zone au niveau du gras plutôt. Moi, ce que je conseille souvent aux gens en coaching, c'est de partir de là où ils sont en termes de gras. Je leur dis, ah, vous êtes à 100, bah c'est pas assez, passez à 140 par jour. Et quand vous êtes bien, passez à 160 par jour. Et montez comme ça jusqu'à trouver une zone où c'est bien pour votre corps, c'est bien pour vous, c'est bien pour votre métabolisme, mais ne restez pas hyper bas en gras. Deuxième chose, et ça s'adresse à tout le monde, arrêtez de compter les calories. Ce n'est vraiment pas psychologiquement sain, surtout quand on est dans une situation comme ça où on n'arrive plus à évoluer, c'est une charge stressante supplémentaire. Pour tous les control freaks qui ont besoin vraiment de maîtriser ce qu'ils mangent, concentrez-vous plutôt sur les nutriments, c'est-à-dire le nombre de lipides, de protéines que vous avez dans les aliments. Vous savez très bien que 100 calories de bonbons ne valent pas 100 calories de myrtilles, ce n'est vraiment pas du tout l'équivalent. Autant vous dire que je ne suis pas partisane des flexible diet, donc des diètes flexibles. Concentrez-vous sur la composition des nutriments et essayez de juger. En fait, moi je fais comme ça maintenant, je juge à la poignée, je fais une petite poignée de ceci, une petite poignée de cela et je vois grosso modo dans l'assiette ce qui est ça en fait. Bon, moi je vous conseille pas de juger à la poignée, je vous conseille d'y aller par grand coup de 50 grammes de gras. Allez, on augmente de 50, on augmente de 50, on augmente de 50 et on s'emmerde pas. Et si on veut pas trop compter, bah on coupe des gros bouts de ventrèche et on se dit hop, je mange ça, je mange ça, je mange ça. Mais je l'aime bien, mais je trouve qu'elle a une façon de présenter les trucs qui est sympa. Essayez cette diète-là, keto, carb cycling. Ah bah celle-là je l'attendais pas. Bon. Je ne pourrais pas vous en dire mon ressenti personnellement parce que je ne l'ai pas essayé. Si vous suivez un petit peu mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai des problèmes de santé au niveau digestif et que toute mon alimentation est orientée en fonction de ces problèmes digestifs. Mais j'ai quelques coachés à qui j'ai fait essayer cette diète qui ont le même problème métabolique et qui ont eu de très bons retours. L'idée c'est de faire une journée keto, une journée recharge glucidique. La journée keto, en fait, c'est la diète cétogène qui consiste à manger des fibres, des légumes, des protéines, des graisses, mais pas de glucides. La journée 1, donc vous faites ça, vous mangez comme à l'habituel, mais sans glucides. Et la journée 2, vous rechargez en glucides. Pour pouvoir un peu vous orienter dans votre semaine, faites par exemple la journée de recharge glucidique les jours où vous entraînez et la journée keto les jours où vous reposez. Alors, moi je pense pas que ça soit une bonne idée. En fait, je pense que ce qu'elle propose là du coup c'est plutôt un low carb et un high carb. Parce que si on fait un keto et un high carb, en fait ça veut dire qu'on se tape un keto flou un jour sur deux. Parce qu'on n'a jamais le temps de s'adapter, du coup en fait on vide juste un peu sa réserve de glycogène, on n'est pas bien, et genre d'après on remange des glucides, on est bien. Donc à mon avis, si on fait ça, on est vraiment en keto flou un jour sur deux. Je pense que c'est, à mon avis, elle doit vouloir parler plutôt d'un low carb et d'un high carb le lendemain, plutôt que d'un cétogène strict, parce que sinon je vois pas comment c'est viable en fait. D'ailleurs, cette diète-là a un très bon impact sur la régulation de l'insuline. Pour rappel, l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée lors de la consommation de glucides et qui indique, lorsqu'elle monte trop haut, à l'organisme de stocker des graisses. Donc l'idée pour nous, c'est que l'insuline ne monte pas trop et reste régulière. Mais pour tous ceux qui ont une diète trop basse, qui consomment très peu de glucides, dès qu'ils en mangent, le pic d'insuline va très haut et ils stockent. Cette diète-là où on prend beaucoup et pas beaucoup de glucides va permettre du coup de réguler cette insuline qui ne va plus faire du pic, qui va plutôt être régulière et donc qui ne va pas donner l'ordre à l'organisme de stocker des graisses, qui va pouvoir vous permettre de relancer votre métabolisme, d'avoir plus d'énergie et surtout de ne pas donner l'ordre à votre organisme de stocker. Ah oui, mais c'est pour ça que ça n'a pas de sens en fait de faire un coup pas de glucides et puis un coup glucides. En vérité, le cétogène c'est fait pour être fait sur le long terme et pas pour être fait ponctuellement. En fait, elle est en train de prouver ça plutôt que l'inverse, je pense, parce que justement, si on fait un coup pas de glucides, un coup glucides, du coup le coup glucides on va stocker beaucoup. Donc je pense que l'argument qu'elle est en train de donner la dessert plutôt que l'inverse, mais bon. Évitez tous les tueurs métaboliques, je les appelle comme ça. C'est tout ce qui est friture, farine blanche, donc pâte blanche,
pain blanc, tout ce qui est sucre raffiné, ça, on arrête. Privilégier des fibres, des légumes, des fruits, des graines, des bonnes graisses, des bonnes viandes. Abusez des huiles essentielles dont les vertus ne sont... Je suis obligée de rigoler, c'est pas de sa faute, mais non, n'abusez pas des huiles essentielles. Organique. Mettez quelques petites gouttes soit sur la peau, soit dans l'alimentation, dans une sauce salade. Ça va vous aider à relancer votre métabolisme. La menthe poivrée, c'est pareil. Moi, j'utilise dans ma petite tisane le soir 1 à 2 gouttes de menthe poivrée dans la tisane. Ça aide à relancer le métabolisme. C'est la première fois que j'entends parler d'huile essentielle pour le métabolisme et je trouve ça original. Mais par contre, je suis un peu frustrée par cette dernière partie parce que on nous dit il faut pas prendre des farines blanches, des fritures, des trucs sucrés, c'est des bloqueurs de métabolisme. Ah bon, mais pourquoi? Je pense que là, il faut s'arrêter sur le sujet. Pourquoi? En quoi ça bloque le métabolisme? Alors, je suis d'accord avec elle. En fait, c'est des choses qui stimulent une très grosse production d'insuline, donc du coup un fort stockage et un gros temps après à pouvoir déstocker. Mais je pense qu'il faut le dire, parce que dire c'est un bloqueur de métabolisme, ce n'est pas expliqué. Et là, en fait, avec les huiles essentielles, j'ai la même frustration. La menthe poivrée pour stimuler le métabolisme. Mais comment on stimule le métabolisme? Quelle est l'action de la menthe poivrée? Mon petit désordre avec la cannelle, il est arrivé parce que l'huile essentielle de cannelle me fait baisser la glycémie, je voulais en prendre plus. On peut considérer du coup que l'huile essentielle de cannelle a un impact indirect sur le métabolisme puisqu'il va pouvoir faire baisser la glycémie, et si on fait baisser la glycémie et si on améliore la sensibilité à l'insuline, sur le long terme on améliore son métabolisme. Mais la menthe poivrée, attention, j'adore la menthe poivrée, mais comment ça marche? Parce que là il faut... on peut pas juste dire ok ça va stimuler le métabolisme, non, comment ça marche? Et la menthe poivrée, on l'utilise effectivement quand la digestion est un petit peu bloquée. Je pense que ça peut aider la digestion. De là à dire que ça stimule le métabolisme, je suis pas trop sûre. L'étape 2, l'exercice. Alors pour tous ceux qui passent habituellement des heures sur le tapis ou sur l'elliptique en vue de perdre du poids, la première chose à faire, c'est reposez-vous. Votre corps est privé de calories, vous ne lui donnez pas assez à manger et en plus vous le faites souffrir à la salle de sport pendant des heures. Il a besoin de se reposer pour se relancer. L'idéal serait de prendre un break de 10-15 jours. C'est pas toujours évident, surtout psychologiquement. On a tendance à vraiment avoir peur de ce break, même s'il est essentiel. Je vous conseille alors de faire 1 jour sur 2, mais vraiment, cette étape de repos est essentielle. Il ne s'agit pas d'arrêter complètement le sport, On continue le sport évidemment, mais on va bien le faire. Pour tous ceux qui font de la musculation, continuez, c'est très bien. Si vous faites du cardio, et je vous conseille d'en faire, mais habituellement, ceux que je vois qui ont un problème de métabolisme, c'est qu'ils passent des heures justement sur le treadmill, ils passent 1 heure, 1 heure et demie tous les jours à la même cadence à faire le même exercice. C'est du lisse, on appelle ça, du cardio lisse qui est donc monotone et continue sur l'heure. Je vous conseille de faire du cardio HIIT, c'est-à-dire High Intensity Interval Training. C'est du cardio fractionné. C'est-à-dire qu'au lieu de rester 1 heure sur l'elliptique à la même cadence, vous allez faire seulement 30 minutes, donc vous allez faire la moitié, mais vous allez faire 30 secondes hyper rapide avec de la grosse résistance et 30 secondes avec une résistance très faible et de manière beaucoup plus reposante. Et vous faites ça 30 pendant 30 minutes. Les études ont montré que vous pouvez brûler jusqu'à 3 fois plus de calories en une moitié de temps sur un exercice cardio HIIT comparé à du cardio lisse. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup moins de temps à faire votre exercice. Vous mettez, au lieu de 60 minutes, vous en faites 30 et vous brûlez beaucoup plus de calories. Et ce système de cardio HIIT est un choc pour l'organisme et aide justement à la relance métabolique. On entend effectivement beaucoup dire que le HIIT c'est bien pour le métabolisme, ça relance le métabolisme. On ne dit pas assez qu'en fait il y a des gens qui arrivent à déglinguer leur métabolisme en faisant trop de ça. Et je pense que c'est important de dire que le HIIT c'est vraiment quelque chose qui est censé être très intense, qui est censé être vraiment sur des phases courtes dans le temps, mais qui est aussi censé être sur des périodes courtes. D'ailleurs Justine le dit très bien dans sa première vidéo, qu'on n'est pas censé faire du HIIT tout le temps pendant des mois, parce que ça, c'est épuisant pour l'organisme. Elle le dit, c'est un choc. Et si on combine ça justement avec
une routine où à côté on n'est pas particulièrement actif et qu'en plus du coup comme on n'est pas particulièrement actif, et ben on se sous-alimente, qu'on fait du jeûne intermittent, qu'on fait des diètes hypocaloriques, parce que c'est souvent le cas. Moi je vois souvent des femmes qui font soi-disant des cétogènes mais avec très peu de calories, beaucoup de jeûne intermittent, du HIIT, bah, le métabolisme il marche pas du tout. Ces choses là qui sont censées être des stress ponctuels que l'on fait sur des périodes courtes et que l'on arrête, en fait elles le font longtemps et tout en même temps, et le métabolisme juste ne peut pas tenir. Donc c'est bien de faire du HIIT, mais c'est important de dire qu'on n'en fait pas plein. Pour tous ceux qui ont un problème de métabolisme bloqué parce qu'ils ne font pas assez d'activité et qui ont trop restreint leurs calories, la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est de vous bouger plus. Il ne s'agit pas de vous mettre à 6 jours de sport par semaine, je ne vous le conseille pas, mais d'y aller progressivement, c'est comme la diète. Commencez déjà par aller au travail en vélo, d'aller à l'école à pied, de prendre les escaliers, ce genre de choses-là, mais il faut relancer votre métabolisme en lui donnant un petit peu plus d'activité. Oui, je sais pas pour revenir tout le temps à moi, mais comme je vous le disais dans cette autre vidéo sur le mouvement, dans la catégorie bouger, dans la catégorie mouvement, il n'y a pas que le sport. Il y a plein de formes différentes d'introduire du mouvement dans sa vie. Et moi, c'est ce que je demande aux gens à faire en coaching. Je leur demande d'être des petits ninjas qui trouvent des solutions pour introduire du mouvement dans leur quotidien qu'il n'y ait pas pour l'instant. Alors, les exemples qu'elles donnent sont un peu bateaux, mais ils sont pas faux. Aller à pied, arrêtez de prendre votre abonnement TCL par exemple, Navigo ou je sais pas quoi, essayez d'aller à pied ou en vélo ou en roller là où vous pouvez, prenez les escaliers, c'est bête mais en fait on voit partout que les gens ne les prennent pas. Si votre séance de sport en fait vous fait beaucoup trop mal aux jambes et qu'après vous ne pouvez pas prendre les escaliers, c'est qu'il y a un problème. Si votre séance de sport fait que vous n'êtes pas fonctionnel dans votre vie à côté, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment se poser et se dire, ok, où est-ce que je suis statique et où je pourrais ne pas l'être, et trouver des solutions. Le dernier point, il est très important, contrairement à ce qu'on croit, et il est régulier chez de nombreuses personnes, c'est le sommeil et le stress. Les études ont montré que les personnes qui ne dorment pas assez ont tendance à prendre beaucoup plus de poids que les autres, y compris les personnes stressées. Et là, on parle de moi. Et c'est vraiment vrai, j'ai pu constater durant ces dernières années, vous savez que ça fait à peu près 3 ans que j'ai du mal à perdre les kilos que j'ai pris parce que j'ai beaucoup de soucis dans ma vie, j'ai beau bien m'entraîner et bien manger, je ne perds rien. Et il a été vu que lorsque je suis hyper sereine, que je suis épanouie, que voilà, tout se passe bien dans ma vie, je peux presque manger n'importe quoi et je fonds comme neige au soleil. Donc le cerveau, l'état psychologique et le sommeil ont une influence très importante sur votre métabolisme et notamment votre perte de poids. Bon là, je suis évidemment hyper contente parce que on est à 13 minutes de la vidéo et il reste 5 minutes, donc ça veut dire que la vidéo ne va pas être finie en 30 secondes et qu'elle va quand même s'arrêter sur ce sujet. Alors là, dans son exemple perso, c'est plutôt le stress et l'état émotionnel qui sont liés au métabolisme et à la prise de poids, mais je pense qu'elle va aussi parler du sommeil par la suite. Enfin, je suis très contente. Pour améliorer son sommeil, pas de grosses surprises ici. Vous savez très bien que la lumière bleue des téléphones et des iPads est nocive pour votre sommeil. L'idée, c'est de les éliminer au moins 1 heure avant le coucher. Ok, 1 heure c'est peut-être difficile, essayez 45 minutes, mais vraiment tenez-vous-y, ça a vraiment une mauvaise influence sur votre sommeil. Ensuite, il y a quelques petites choses dont on peut se servir pour aider à améliorer son sommeil et notamment sa qualité. Ce sont les herbes et les huiles. Quand je parle d'herbes, je ne parle pas de fumette, je parle de la camomille. Votre tisane le soir, c'est peut-être un remède de grand-mère, mais il a ses vertus qui sont démontrées et qui peuvent être très très importantes aujourd'hui dans votre situation. Essayez une petite tisane à la camomille le soir avec, comme je disais avant, une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée et vous allez apaiser votre organisme. C'est un peu le principe des huiles dont je vais vous faire mention juste après. L'huile de lavande qui a des vertus incommensurables par rapport à l'endormissement et la qualité de votre sommeil, et le CBD. Le CBD, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la molécule du cannabis. Attention, ce que je dis est légal. C'est la molécule qui apaise et non pas la molécule qui fait planer. Elle est légalisée aujourd'hui en France et se présente sous différentes formes. Vous les avez en gélule, en crème, en e-liquide à mettre dans les cigarettes électroniques et c'est comme ça que moi je l'utilise. Et ouais, Tiffen, elle fume.
Elle fume du CBD parce que les études américaines ont démontré son pouvoir sur l'apaisement de l'organisme et notamment du système digestif. Donc moi à la base c'est pour ça que j'utilise ça. En fait ça apaise tout le système nerveux central dont le système digestif et ça a de très très bons résultats sur moi au niveau digestif et j'ai remarqué que ça avait de très bons résultats aussi sur mon sommeil. Donc pour tous ceux qui auraient des problèmes à faire une nuit complète, c'est-à-dire à ne pas avoir 1000 réveils dans une seule nuit, essayez le CBD, c'est très peu cher, c'est légal je vous rappelle. Donc essayez ça le soir. Autre petite astuce, le ZMA. Vous m'avez vu prendre ça sur les réseaux sociaux. Ça a mis un petit peu de temps à agir, environ 10-15 jours, mais je suis vraiment pas déçue du résultat. C'est un combo de zinc, magnésium, vitamine que vous avez naturellement présent dans votre organisme, mais le compléter avec une cure comme ça de 1 mois peut vraiment aider à avoir un sommeil récupérateur. C'est vraiment l'idée de ça, c'est d'avoir un sommeil qui repose, c'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous vous êtes reposé. Donc vous pouvez trouver ça chez Optimum Nutrition. Lisez les vertus du zinc, magnésium et vitamines sur la qualité de votre sommeil sur internet et vous verrez que ça a de très très bons retours. Je vous remets le lien dans la description pour pouvoir trouver ces gélules là. Donc là je suis vraiment hyper contente parce que c'est la première fois qu'on tombe sur une vidéo où non seulement la personne dit que le sommeil c'est important, elle dit limite que c'est le plus important, mais en plus elle propose des solutions pour améliorer son sommeil. Alors parlons des solutions. Alors, la première, elle est indéniable, on en a déjà parlé, on revient pas dessus. Les autres solutions, je suis pas fondamentalement contre, mais juste, voilà, la camomille, les infusions de lavande, les infusions de camomille, tout ça, c'est bien, mais en fait, pour quelqu'un qui n'a pas du tout une bonne routine de sommeil et un sommeil pourri, c'est trop la goutte d'eau dans la mer salée, vous voyez. Ça peut pas changer la donne, une infusion de camomille, si à côté de ça, effectivement, vous avez un cortisol complètement inversé, des lumières plein la maison, que vous êtes hyper stressé, que vous continuez à envoyer des textos, que vous mangez tard, etc. Il y a plein de trucs et ça peut être très bien en fait quand dans le cadre d'une routine d'amélioration du sommeil, mais en soi ça ne peut pas se suffire je pense. Le CBD, effectivement, il paraît que ça apaise le système nerveux central. Alors par contre, je suis pas d'accord sur le fait que c'est peu cher. Si, quand c'est bien dosé, c'est plutôt pas mal cher. C'est quelque chose qui est à tester, mais que c'est toujours mieux d'essayer de faire avec des solutions naturelles, parce que notre corps, il est prévu pour se réguler naturellement. Après, et si on peut s'aider temporairement avec ce genre de choses, ça peut être une bonne idée. Enfin, pour améliorer votre sommeil, prenez un repas idéal, c'est-à-dire dans l'idéal, pas de sucre rapide. Si on prend des sucres rapides durant son marathon, c'est pas pour rien, c'est parce que ça excite et ça donne de l'énergie. On va naturellement pas prendre ça avant d'aller dormir, y compris les fritures industrielles, tout ce qui est mauvaise graisse. Évitez de prendre ça le soir, le système digestif a du mal à les assimiler et à les digérer. Et si vous voulez avoir un repos récupérateur, tout votre système central doit être au repos. Si vous passez votre nuit à digérer, évidemment, vous n'allez pas bien vous reposer. Oui, mais le problème du coup n'est pas celui de consommer des graisses, le problème est à quelle heure on les consomme. Évidemment, elle a raison, mais en fait qu'on prenne une bonne graisse ou une mauvaise graisse, la vérité c'est que ça prendra toujours du temps à se digérer, les deux. L'idée en vérité, pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut manger assez tôt pour que quand on va se coucher, comme elle dit, on soit pas en train de digérer. Enfin, dernière astuce, si vous avez la chance d'avoir un bain chez vous, je vous conseille de faire ça 3 fois par semaine. Pendant 20 minutes, vous prenez un bain chaud, mettez-y quelques huiles essentielles dont on a fait mention juste avant et prenez la pause pendant 20 minutes. Je vous assure qu'après, vous allez tout flagader et vous allez vous endormir en quelques minutes et surtout, vous allez vous réveiller que le lendemain matin. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris plein de choses. Je vous demande de vous donner le challenge pendant au moins 1 mois. Ça se trouve, ça a fait des mois et des mois que vous essayez de perdre 500 grammes, que vous n'y arrivez pas. Moi, je vous demande 4 semaines. 4 semaines à suivre ce programme qui est assez quand même facile. Ce sont juste des petites modifications dans le quotidien. Et si jamais vous avez encore des blocages après ces 4 semaines, on en reparle. Je vous referai une autre vidéo avec d'autres astuces. Mais je pense que déjà ça pourra beaucoup vous aider. Je trouve que c'était une vidéo intéressante, vraiment, avec des choses nouvelles que j'avais pas entendues et avec des éléments nouveaux. Les points positifs que je retiens surtout, c'est qu'elle n'a pas parlé de faire du jeûne et elle n'a pas conseillé aux gens, encore une fois, une énième fois, de faire du jeûne et je trouve ça très bien. Et que surtout, elle a mis le sommeil comme un point important. Elle a donné des solutions qui me semblent être pas suffisantes, mais elle en donne quand même et ça, je trouve ça vraiment très bien. Maintenant,
je trouve que le point négatif de cette vidéo, c'est que elle a appelé ça un programme, et moi je trouve que c'est pas un programme. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui a un métabolisme bloqué, qui a les symptômes qu'elle a dit en entrée de vidéo, et qu'on me dit faut faire ce programme pendant 4 semaines, je me dis mais quel programme? Parce que c'est pas quelque chose de construit, c'est des petits tips qu'on vous donne. On vous donne 2-3 petits tips, pas de lumière bleue, les huiles essentielles, les bains, tout ça, c'est des petits conseils qui sont bien. Pour le sport, on l'a vu, il y a quand même des trucs, si j'ai un métabolisme bloqué et que je me mets à faire 1 mois de HIIT, je suis pas sûre que ça soit le bon bail pour exactement relancer la machine. Mais bon, elle est coach sportif, je crois, je suis pas sûre, mais donc du coup je pense qu'elle sait mieux que moi ce genre de choses, mais moi en tout cas c'est pas quelque chose que je conseillerais forcément. Mais sur le plan alimentaire, je pense qu'on n'y est pas. Il y a des bonnes choses, parce qu'elle dit qu'il faut quand même remonter les calories, etc. Mais par exemple, je trouve que le conseil du 1 jour keto, 1 jour pas keto, il est hyper ambigu et qu'il est pas une solution de long terme pour le métabolisme, parce qu'en fait, avec cette solution-là, il n'y aura pas d'adaptation. Il y aura juste privation de glucides, relance de glucides, privation de glucides, relance de glucides. Comme elle l'a dit elle-même, ça peut même entraîner plus de stockage qu'autre chose. Bon, je pense que moi, ça peut quand même soulager l'insuline 1 jour sur 2, mais c'est pas très clair et c'est pas sûr que ça convienne à tout le monde. J'ai bien aimé cette vidéo parce que je l'ai trouvée différente des autres et je trouvais qu'elle a apporté quelque chose, mais pour moi c'est pas un programme, enfin, je pense que c'est pas vraiment assez complet pour avoir une bonne compréhension du fonctionnement du métabolisme, et surtout c'est pas assez complet pour savoir concrètement qu'est-ce que je mets en place pour changer le métabolisme en profondeur. En tout cas, moi j'ai aimé faire cette vidéo parce que j'ai trouvé sa vidéo intéressante, parce que je l'ai trouvée agréable. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me donner des idées aussi de vidéos que vous aimeriez que l'on commente justement pour avancer dans le métabolisme ou dans autre chose d'ailleurs. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.